Si je vais faire plus vite que mon grand frère, parce que quand le lion de l'Afrique centrale rugit, aplanit la forêt et la savane de l'Afrique de l'Ouest va pouvoir réagir sous forme de panthère, mais pas pour montrer son agilité, mais pour voir comment toute cette histoire de relevé de mots de la francophonie en Afrique a eu une belle aventure. Aventure qui va pouvoir se prolonger ici à Lyon, parce que nous avons bien déjeuné dans un très beau restaurant lyonnais. D'autres diraient que nous avons dîné, mais si on était encore dans son propre pays, ce serait dans un dos tourné. Et à partir de ce moment-là, nous sommes bien en francophonie. On tourne dos plutôt, dans un tourne-dos. Vous voyez bien, nous serons bien en ce moment en francophonie, parce que la francophonie dit les mots de manière située géographiquement. La langue française qui nous lie, dès qu'on dit la langue, nous sommes même piégés par le singulier, car le mot langue n'a jamais été singulier, c'est un élément de rencontre. Et c'est dans cette rencontre que nous devons essayer de définir toute la poétique de notre dire. Et dans la poétique de notre dire, les éléments qui sont dits sont chargés et différemment chargés. C'est pour ça que j'ai aimé ce matin cette belle notion de lexiculture qui doit pouvoir quelque part trouver cette rencontre dans nos différentes définitions et façons de faire. La langue française est forcément une langue de cohabitation quand on parle de francophonie. C'est bien aussi celui qui était là, de la DGLF, dans sa belle définition initiale, disait que on sème la graine pour qu'elle produise de meilleurs fruits. La langue française est une graine dispersée qui prend sa richesse et sa sève nourricière à partir des différents territoires qui l'accueillent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est possible de définir ce que nous pourrons appeler le ou les Français, parce que toujours c'est le singulier qui nous piège. La dispersion, loin d'être un frein au développement de la langue, et au contraire, si elle est bien pensée, et c'est ce que la francophonie essaie de faire et continue à essayer de faire, le garant de la longévité linguistique d'une langue à vocation internationale. Et cette dispersion est un atout pour son aménagement linguistique et didactique. Et c'est cela qui permet de comprendre toute l'histoire qui vient d'être définie par mon grand frère pour la mise en place de relevés lexicographiques, dictionnériques, différentiels. On se cherche entre ces différents termes, mais le politique, dès qu'il entend le mot dictionnaire, pense immédiatement à la norme, pense à l'école. Or, la longévité des dictionnaires dépend aussi des institutions qui sont chargées d'appliquer et de dupliquer cela parce que c'est un instrument, comme vous venez de dire, de référence. Cette référence dans un espace géographique d'accueil permet de voir ce que la langue recèle. Et tout ce que vous avez dit, professeur Tabimanga, a pour résultat ce document. Et vous voyez bien dans ce document, nous avons volontairement, après avoir mûri tout ce qui a été dit, quitté le terme, non, on allait dire sucré, non, jappé, c'est encore peut-être mieux, le terme de particularité, parce que le relevé était effectivement dans une visée de particularité, parce que le Robert nous servait de point d'appui, et tous les mots que nous utilisions qui n'étaient pas forcément dans le Robert ou qui avaient des sens différents dans le Robert étaient considérés comme des mots qui nous appartenaient. Et le Sénégal a choisi le titre « Les mots du patrimoine ». À partir de ce moment, le français fait partie du patrimoine linguistique du Sénégal et devient une langue de cohabitation avec toutes les langues du terroir et du Sénégal. Une étude d'ailleurs fine à partir
de ce document permettrait de voir facilement quelles sont les différentes langues qui sont parlées au Sénégal. Parce qu'on emprunte aux voisins, qu'on le veuille ou non. En matière linguistique, les espaces ne sont pas fermés. C'est pour cela que j'utilise très souvent dans mes analyses et peut-être communication la notion de communauté d'appartenance territoriale. Je crois que ce matin aussi le terme est sorti de territoire linguistique. Une langue n'a pas de nationalité. Une langue a un territoire linguistique. Et c'est parce qu'il y a ces territoires linguistiques que les usages fonctionnent à partir des espaces, parce qu'on dit le milieu dans lequel nous vivons. Et ces expressions que nous sortons du milieu constituent notre patrimoine. Et c'est cela qui garantit la richesse de la langue française. Et le mot du patrimoine au Sénégal est une illustration de la composition de notre rencontre avec le mot lexico-poésie. Poésie. Bon, je ne sais pas comment on le prononce, mais il y a poésie là-dedans, lexico. Donc, en fait, c'est cette illustration. Je vais très vite et je vais donner quelques illustrations pour qu'on puisse comprendre comment nous créons dans la langue française, mais aussi à partir de nos langues et tout en restant dans la langue française. Cela est une richesse et vous allez voir tout à l'heure, je vous donne quelques exemples tirés de ce dictionnaire. Indexé, c'est un mot que nous connaissons parce que c'est le mot français. Mais au Sénégal, le mot indexé va prendre le sens wolof, d'accuser, de pointer du doigt, de faire du truc, au lieu de prendre le sens premier du terme. Je prends le mot adia. Les arabophones peuvent savoir ce que signifie adia. C'est le fait par un disciple, c'est un don fait par un disciple à son marabout. Cela fait partie de notre culture. On peut dire que c'est de la lexiculture, mais c'est de la lexiculture dynamique, vivante, qu'on peut retrouver dans la bouche de n'importe quel Sénégalais, y compris par tous les Sénégalais, et même au-delà. On a créé le mot comme Boy Town. Anglais, jeune qui est un véritable citadin. On a créé un mot très joli que j'aime bien, Marie-Bataire. Marie-Bataire. La rencontre de Marie et de célibataire. Alors, Marie-Bataire, c'est homme temporairement éloigné de son épouse qui vit en concubinage avec une autre femme. Mais comme nous sommes au Sénégal, même si c'est si, personne ne le dit parce que nous sommes dans un pays de maslaha. Le mot maslaha, c'est esprit de conciliation. Sachez un certain nombre de choses. Nous avons aussi un mot mbahal. Là, c'est un mot carrément wolof. Mais qu'on retrouve dans nos têtes, qui est un plat de poisson. Moi, j'ai pris poisson aujourd'hui, donc c'est un cas de poisson et de riz, mais cuit sans huile, parce que très souvent, on fait des cuisines avec de l'huile. Il y a un terme qui est internationalement connu et qui a beaucoup voyagé, et cela grâce à la vitalité de notre musique nationale, c'est le mot mbalakh. Même si les gens ne connaissent pas mbalakh, connaissent Youssou Ndour. Ceux qui iront à Bercy ne diront pas le contraire bientôt. Donc vous voyez, mbalakh, avec beaucoup d'orthographe, hein, là, on l'écrit de plusieurs façons, mais c'est un rythme musical sénégalais. Mais le sens est wolof. Un autre terme qui est bien wolof, mais qui est entré dans l'usage, mbaran, fait pour une femme d'avoir en même temps plusieurs amants qui l'entretiennent. Et oui, le mbaran est une pratique courante. Mais nous avons des plats à côté du mbahal, nous avons le ngourban. Et vous le retrouverez dans le texte. C'est un plat sérère consistant en viande et mil cuit avec un peu de beurre d'arachide.
Mais nous avons aussi le yéla, qui est une sorte de musique, et ceux qui entendent Baaba Maal et connaissent Baaba Maal, de l'autre côté, ils savent exactement ce que c'est que le yéla. Mais ceux qui ont vécu au Sénégal pendant les périodes de ferveur religieuse intense savent aussi ce que c'est que le ziara. Visite collective que les musulmans rendent à leur marabout. Voilà mes 10 mots qui peuvent aussi constituer les 10 mots de la francophonie sur lesquels il est parfaitement possible que je puisse construire des éléments pour montrer que c'est cela la dynamique et la vivacité du français au Sénégal. Mais nous n'avons pas pris n'importe quel mot. Parce qu'en choisissant les mots, c'est les critères que le grand frère, j'ai terminé, les critères que le grand frère vient de citer, qui ont été utilisés, il faudrait que nous puissions rester sur ce que nous avions appelé la norme mésolectale. Ne pas aller jusqu'à prendre des formes qui, en fait, existent et sont dans l'usage, mais qu'on ne puisse pas retrouver. C'est pour cela qu'on a privilégié les écrits littéraires, les écrits de chercheurs, les productions de journalistes, etc. Mais à chaque fois que nous prenons un terme, c'est que nous avons forcément au moins 5 attestations différentes de ce terme, avec des contextes précis, pour pouvoir sélectionner ainsi ces éléments qui vont faire partie des éléments. Et quand vous avez ce texte, ce texte, il vous est parfaitement possible de l'utiliser en lisant un roman sénégalais. S'il y a un mot dans le roman sénégalais que vous ne comprenez pas, vous ouvrez le mot et vous avez exactement la définition qui correspond. Donc on a une double utilité. Utilité pour ceux qui l'utilisent en tant qu'instrument de curiosité, mais utilisé aussi comme document de référence pour pouvoir expliquer un certain nombre d'éléments. Et c'est par ce truchement que cet ouvrage va entrer progressivement à l'école pour qu'on puisse l'utiliser, mais on ne l'a pas considéré comme norme, mais on a dit c'est les mots du patrimoine et tout ce qui fait partie de notre patrimoine puisse se retrouver là. Et quelqu'un qui veut être au courant du patrimoine sénégalais, vous avez les mots du patrimoine qui sont là et à votre service. Et c'est cela que j'étais venu partager avec vous. Et c'est cela la francophonie. Et c'est le pays de Léopold Sédar Senghor. Hein? AUF, c'est toujours dans le programme AUF, édition des archives contemporaines. AUF. Et c'est toujours l'AUF qui a financé la production dans le cadre de l'OPELF-IREF. Hein. C'est le prolongement, ce sont les derniers nés de cette longue série de travaux. Mais à côté de ces travaux, il ne faut pas oublier, professeur, qu'il y a eu plusieurs rencontres scientifiques qui ont permis de consolider ce travail, d'argumenter et de voir comment les choses se passent, parce que la variation linguistique a parfaitement bien été étudiée à Montréal, une de nos rencontres, et on se rend compte que les langues jouent aussi sur un tableau d'hégémonie bien organisé. À chaque fois que le français emprunte, que nous empruntons des mots de nos langues vers le français, on essaie de franciser autant que possible les langues. Mais quand le français emprunte à l'anglais, il garde le mot emprunt anglais avec sa prononciation, avec ses éléments. Alors on se dit, bon, donc il faudrait bien que nous voyions aussi les choses. Et la question que j'allais poser à notre collègue ce matin qui a fait un brillant exposé, quel doit être le parcours d'un chercheur qui part d'une langue sans traduction écrite, de la lexicologie à la dictionnérique. Quel est ce type de parcours pour un chercheur? Et nous en avons besoin pour nos langues africaines qui doivent aussi avoir pas seulement des relevés de mots, mais des dictionnaires. Parce qu'il faudrait que ces langues entrent dans l'enseignement. Et je suis confronté personnellement à ce problème, parce que je suis en train de rédiger un ouvrage en langue nationale pour la classe de CM1 sur les disciplines outils. Il faut apprendre le vocabulaire et vous avez un mot, il faut trouver son synonyme, son contraire, mais ce n'est pas aussi évident que cela. C'est facile à dire, mais ce n'est pas évident. Mais c'est un travail que nous devons pouvoir poursuivre et je vous remercie pour votre aimable attention.